Les explorations de la fonction vestibulaire, cours de la faculté de médecine de Montpellier. Les explorations de la fonction vestibulaire ont pour objectif, devant l'existence de vertiges, d'instabilité ou de troubles de l'équilibre, de déterminer s'il existe une dysfonction vestibulaire, d'en préciser la topographie et, si possible, d'en quantifier l'atteinte. Le système vestibulaire concourt, au même titre que la proprioception, la sensibilité épicritique, la vision et le cervelet, à la fonction complexe d'équilibration. Le vestibule est une structure paire et symétrique qui comporte 5 organes sensoriels. 3 organes codent pour les mouvements d'accélération angulaire. Il s'agit des cupules situées dans les ampoules des canaux semi-circulaires, supérieur, latéral et postérieur. Les 2 autres organes sont les macules situées au niveau du sacule et de l'utricule qui codent pour les mouvements d'accélération linéaire. Les cellules ciliées vestibulaires sont connectées aux neurones vestibulaires primaires dont le corps cellulaire est localisé dans le ganglion de Scarpa. De là vont naître les nerfs vestibulaires supérieurs et inférieurs qui formeront un tronc commun qui rentrera dans le tronc cérébral. Devant l'existence d'un vertige ou d'une instabilité, l'examen clinique va s'attacher à rechercher l'existence d'un syndrome vestibulaire, notamment par la présence d'une déviation posturale et d'un nystagmus à l'examen clinique. L'examen clinique va également rechercher des éléments pour orienter le diagnostic étiologique en fonction des caractéristiques de la crise vertigineuse et de ses facteurs déclenchants. Il va rechercher des signes audiovestibulaires associés et, bien entendu, sera complété d'un examen otoscopique et neurologique à visée étiologique. Nous allons maintenant voir en détail l'examen du patient vertigineux. Nous allons tout d'abord rechercher un déficit statique par l'épreuve de Rombert où une chute latéralisée sera dépistée. On peut sensibiliser l'épreuve en faisant mettre les index en avant à la recherche d'une déviation segmentaire. Ce test peut également être complété d'une épreuve de piétinement aveugle de Fukuda où au cours du piétinement, on essaiera de mettre en évidence un déplacement angulaire de plus de 30 degrés par rapport à la position de l'ébarre, signant un déficit vestibulaire. L'examen clinique va se poursuivre par la recherche d'un nystagmus à l'aide de lunettes de vidéonystagmoscopie. Ce nystagmus peut être spontané ou provoqué, par exemple par la manœuvre du head-shaking test qui va sensibiliser un nystagmus spontané. On va également pouvoir rechercher un nystagmus induit par la vibration en cas de déficit vestibulaire total. Le vibrateur est alors placé sur la mastoïde et la vibration va déclencher un nystagmus latéralisé toujours du même côté en cas d'atteinte. En cas de suspicion de vertige paroxystique bénin, la manœuvre de Dix-Hallpike va être réalisée de sorte à faire apparaître un nystagmus. Ici, on va tester le canal semi-circulaire postérieur droit, puis réaliser la manœuvre de Semon pour essayer de libérer le patient atteint de vertige paroxystique positionnel bénin. Dans la manœuvre de Dix-Hallpike, la tête sera tournée du côté opposé à la bascule, alors que dans la manœuvre libératoire, la tête sera dirigée vers le sol. Après l'examen clinique, l'examen instrumental va s'attacher à étudier la fonction vestibulaire à travers 2 réflexes, le réflexe vestibulo-oculaire et le réflexe vestibulo-spinal. Le réflexe vestibulo-oculaire va pouvoir être testé grâce aux épreuves caloriques calibrées, aux épreuves rotatoires au cours de la vidéonystagmographie, par le Head Impulse Test, le nystagmus induit par la vibration et également par l'étude de la verticale visuelle subjective. Le réflexe vestibulo-spinal, quant à lui, pourra être étudié grâce aux enregistrements des potentiels évoqués sacculocoliques myogéniques, enregistrés dans la région cervicale. L'ensemble de ces tests va pouvoir explorer la réponse de la fonction vestibulaire à différents types de stimulation allant de la très basse fréquence au cours des épreuves caloriques à la très haute fréquence par le nystagmus induit par la vibration, les fréquences physiologiques étant davantage testées par le Head Impulse Test. De plus, ces examens complémentaires vont participer au diagnostic topographique des lésions. En effet, les épreuves caloriques et rotatoires vont tester principalement le canal semi-circulaire latéral. Le Head Impulse Test va pouvoir tester séparément les 6 canaux semi-circulaires. Les potentiels évoqués myogéniques cervicaux vont explorer
de manière préférentielle la macule du sacule, alors que l'étude de la visuelle verticale subjective explorera la fonction de l'utricule. L'examen vidéonystagmographique est un examen particulièrement utile pour étudier le réflexe vestibulo-oculaire. Au cours de cet examen, le sujet va être assis dans un fauteuil asservi. On va mettre en place un masque avec une caméra infrarouge qui va permettre de suivre les mouvements oculaires. Un œil va fixer les cibles et l'autre œil va être enregistré. L'étude va débuter par la calibration de l'appareil et l'étude de l'oculomotricité, avec l'enregistrement des saccades et des poursuites oculaires. On observera ensuite le nystagmus physiologique induit par la stimulation optocinétique. La poursuite des carrés entraîne un nystagmus battant dans le sens de la rotation. On pourra ainsi estimer et quantifier le nystagmus physiologique dans les deux directions. L'examen vidéo-nystagmographique se poursuivra par des épreuves pendulaires et par des épreuves de départ arrêté brusque pour étudier séparément le réflexe vestibulo-oculaire, du réflexe visio-vestibulo-oculaire et du réflexe cervico-oculo-vestibulaire. Chaque réflexe donnant une idée de la participation respective des afférences visuelles, vestibulaires et cervicales dans le réflexe mesuré. L'altération du gain de ces réflexes est plutôt en faveur d'une atteinte d'un mécanisme d'intégration centrale et donc d'une cause neurologique de vertige. Au cours de l'examen vidéonystagmographique vont pouvoir être réalisées des épreuves caloriques calibrées. Chaque oreille va être successivement irriguée avec de l'eau chaude portée à 43 degrés et de l'eau froide portée à 32 degrés. L'irrigation avec de l'eau chaude entraîne un nystagmus physiologique battant du côté stimulé, alors que l'irrigation à l'eau froide va entraîner un nystagmus dans le sens opposé. On va ensuite mesurer le nombre de secousses nystagmiques ainsi que leur vitesse par intervalle de temps. Ces données vont permettre de tracer le graphe de Fraisse. En cas de fonction vestibulaire normale, les réponses à l'eau chaude de chaque oreille et les réponses à l'eau froide de chaque oreille sont équilibrées et les droites du graphique se croisent au centre de la figure. En cas de syndrome vestibulaire droit déficitaire aigu, on observe une diminution de la réflectivité au chaud et au froid au niveau de l'oreille droite, ce qui provoque un croisement de la courbe décalée du côté gauche, traduisant un nystagmus gauche, mais également décalé vers le bas, traduisant une prépondérance gauche. Le fait que la prépondérance et le nystagmus aillent dans le même sens témoigne d'un syndrome périphérique déficitaire. Intéressons-nous maintenant à l'exploration par vidéo Head Impulse Test. Grâce à ce test, nous allons mesurer le gain du réflexe vestibulo-oculaire lors des déplacements rapides de la tête dans le plan des 6 canaux semi-circulaires. Une caméra va filmer les mouvements de déplacement de la tête ainsi que les mouvements de déplacement du globe oculaire et son retour en position neutre. Nous allons pouvoir ainsi évaluer pour chaque canal semi-circulaire le gain du réflexe vestibulo-oculaire. Grâce à ce test, on pourra étudier séparément la fonction de chacun des 6 canaux semi-circulaires. La fonction utriculaire pourra ensuite être étudiée par la verticale visuelle subjective. On va demander au sujet de replacer une ligne en position verticale grâce à un joystick. Le sujet positionnera la ligne dans la position qui lui semble être verticale. Après plusieurs essais, on cherchera une déviation systématique de cette position, d'un ou plusieurs degrés vers la droite ou la gauche. Un décalage répété et systématique de cette position traduira une atteinte d'un des deux utricules. Enfin, l'étude de la fonction saculaire se fera grâce à l'enregistrement des potentiels sacculocoliques cervicaux. Ces potentiels seront enregistrés par l'intermédiaire d'électrodes de recueil positionnées au niveau du muscle sternoclénomastoïdien et d'une électrode de référence au niveau du front. On demandera au sujet une contraction de ces muscles pendant laquelle on lui fera entendre des sons basse fréquence qui vont déclencher ces potentiels. Après filtrage et moyennage des acquisitions, on pourra obtenir des courbes électrophysiologiques dont 2 ondes sont caractéristiques, l'onde P13 et l'onde N23. On s'intéressera alors
à la latence et à l'amplitude de ces ondes, ainsi qu'à l'amplitude du complexe P13N23, afin de comparer le côté sain avec le côté pathologique.